Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Comics Code, un épisode dans lequel on va s'essayer à un nouveau format à l'occasion de la sortie fin août 2022 chez Panini Comics de ceci, le premier tome de l'omnibus Star Wars qui réédite la série originale Marvel des années 70-80 et en l'occurrence ce premier volume réédite les épisodes 1 à 44 plus l'annuel numéro 1. C'est-à-dire qu'il va de l'adaptation du premier film de la série, dans les 6 premiers numéros, jusqu'à l'adaptation de l'Empire contre-attaque, dans les numéros 39 à 44. Ça nous donne donc un joli bébé bien joufflu, qui doit bien faire ses 850 pages, et qui réédite donc la période de la série allant de 1977 à 1981, avec également quelques bonus au sommaire. Pourquoi j'ai craqué pour cet omnibus ? Sans doute avant tout par nostalgie, parce que ça fait un moment que j'avais envie de relire ces épisodes et que, c'était l'occasion. Star Wars, j'ai découvert comme beaucoup de gens de ma génération à sa sortie en salle en 1977. À l'époque, j'avais 7 ans et ça m'a rendu complètement dingue. Et puis, un peu plus tard, j'ai découvert les comics et en particulier celui-ci, l'album paru à l'occasion de la sortie du premier film, fin 1977, que j'ai pas lu quand il est sorti, mais que j'ai récupéré un peu plus tard, probablement en 1980, et que j'ai lu et relu un nombre considérable de fois à l'époque. Et puis, il y avait les histoires inédites qui paraissaient tous les 2 mois dans Titan, à partir du numéro 18, en janvier 1979, et ça a été mon premier contact avec les comics Star Wars, que j'ai tout de suite adoré. Et donc, c'est des épisodes qu'on retrouve évidemment dans ce premier tome de l'omnibus Star Wars, le premier de 3 tomes annoncés. Et on va effectuer un survol de ce premier tome, et essayer au passage de dire 2-3 trucs pas trop nazes à son sujet. Pour préparer cette vidéo, je suis allé réviser du côté des éditions Tomorrow's aux États-Unis, qui est l'éditeur à suivre absolument si on s'intéresse un tant soit peu aux comics, et si on a le vague espoir de parler de comics sans dire trop de conneries. Du coup, je suis allé voir dans le numéro 9 de la revue Back Issue, qui consacrait un article à la série, et interroger certains des artistes qui y avaient participé. Et puis aussi le numéro 68 d'Alter Ego, la revue dirigée par Roy Thomas, qui signait un long article d'une 15aine de pages, où il revenait en détail sur son travail sur Star Wars chez Marvel, et où il donnait aussi la parole à différents artistes qui, à un moment ou à un autre, ont mis la main à la pâte. Et c'est justement Roy Thomas qui fournit l'introduction à cet omnibus, et qui, en gros, donne une version condensée de l'article qu'il a fait pour Alter Ego, sauf qu'il y a quand même quelques informations que j'ai découvertes en lisant cette préface. Thomas commence en racontant sa toute première rencontre avec George Lucas en 1975, au cours d'un repas où il a entendu parler pour la première fois d'un projet de film qui s'appellerait The Star Wars, avec un héros qui s'appellerait Luke Starkiller et qui lutterait contre on sait pas trop quoi. Bref, un work in progress encore assez éloigné de ce que ça allait devenir 2 ans plus tard. Et puis en 1976, Roy Thomas est contacté par Charlie Lippincott, qui était plus ou moins le bras droit de Lucas à l'époque, et qui était chargé de la pub et du merchandising. Et qui lui pitch à nouveau le film, cette fois dans une version nettement plus avancée, dans l'espoir de le convaincre d'en faire une adaptation en comics chez Marvel. Sauf qu'à l'époque, Roy Thomas est plus en position d'éditeur chez Marvel, et qu'il conseille donc à Lippincott de voir ça directement avec Stan Lee. Bah ouais, mais justement, il a déjà vu ça directement avec Stan Lee, et Stan Lee lui a répondu que ça ne l'intéressait pas. Et ce que j'ai appris dans cette préface, c'est que Marvel n'était même pas le premier choix de Lucas pour adapter Star Wars. Ils avaient déjà démarché Warren Publishing, l'éditeur de Vampirella, de Creepy et de Eerie, qui n'en a pas voulu. Et ils ont ensuite contacté DC Comics, qui n'en a pas voulu non plus. Et là, du coup, en désespoir de cause, ils se sont tournés vers Marvel, qui les a également envoyés bouler. Donc ce dîner avec Roy Thomas, c'était un peu le rendez-vous de la dernière chance. Quelques années plus tôt, c'est Roy Thomas qui avait réussi à convaincre Martin Goodman, le big boss de Marvel, d'acheter les droits de Conan, et ça avait été un succès.
Et Roy Thomas, en écoutant Charlie Lippincott lui dérouler l'histoire du premier film, il finit par se dire que, ouais, il y a peut-être moyen d'en tirer un truc intéressant. D'autant plus que, pour les premiers épisodes de la série consacrés à l'adaptation du film, Marvel n'aurait aucun droit à payer. Donc, Thomas est allé voir Stan Lee et il a réussi à le convaincre que ce serait un coup intéressant à tenter. Thomas s'est lui-même proposé pour adapter le film, à condition de pouvoir faire ça en 6 épisodes. Ce qui était tout à fait inhabituel à l'époque. 6 épisodes, sachant que chaque épisode faisait 17 ou 18 pages, ça fait un peu plus de 100 pages au total. Dans les années 60, Dell Publishing s'était spécialisé dans l'adaptation de films en comics, mais une adaptation, c'était un récit de 32 pages, point barre. Roy Thomas a d'ailleurs dû batailler contre certains hauts placés chez Marvel qui ne croyaient pas du tout au projet et qui ont tenté de le convaincre d'adapter le film en 1 ou 2 épisodes maximum. Il a fini par avoir gain de cause et il a pu développer son adaptation sur 6 numéros. Au dessin de ces premiers épisodes, on trouve Howard Chaykin, qui a été plus ou moins imposé par George Lucas, ou en tout cas vivement suggéré. Ce qui montre au passage qu'à l'époque, Lucas s'intéressait vraiment de près à l'univers des comics. Howard Chaykin fait partie des artistes les plus intéressants qui sont apparus au début des années 70. Il a bossé pour un peu tout le monde, chez Marvel, chez DC et chez divers éditeurs indépendants. Et il a notamment signé une série chez DC qui s'appelait Iron Wolf, qui est parue dans les 3 derniers numéros de la revue Weird Worlds, et qui a pas mal de points communs avec Star Wars. Disons que les 2 œuvres relèvent de la space fantasy, avec un héros qui se bat à l'épée contre des adversaires armés de pistolets laser, avec des combats et des courses-poursuites entre vaisseaux spatiaux. Vraiment, il y a une ambiance et des influences communes entre Iron Wolf et Star Wars. Alors, je sais pas si c'est ces épisodes en particulier qui ont décidé George Lucas à faire appel à Howard Chaykin, mais ça me paraît quand même vraisemblable. Ça souligne aussi de la part de Lucas et de son équipe une volonté de modernité, de faire appel à un artiste qui à l'époque a 26-27 ans et qui est l'une des figures de la nouvelle génération de créateurs de comics. Donc, très vite, Roy Thomas et Howard Chaykin se mettent au boulot, à partir d'un scénario non finalisé du film, ce qui explique quelques petites différences entre l'adaptation et le film, notamment une paire de scènes qui n'apparaissent pas dans le film. Et le numéro 1 de Star Wars sort le 12 avril 1977, soit environ 1 mois et demi avant la date de sortie officielle du film aux États-Unis. C'est-à-dire que, du point de vue de Lucas, cette adaptation en comics, c'était un moyen pas cher et sans risque de faire la promo du film avant sa sortie. Et c'est vrai que c'était assez malin de la part de Lucas. Côté scénario, on retrouve donc les premières minutes du film et un peu plus. En particulier les scènes entre Luke et son ami Biggs Darklighter, des scènes qui avaient été tournées à l'époque, qu'on peut retrouver sans mal en faisant une recherche sur internet, mais qui avaient été coupées au montage final. C'est là que Biggs annonce à Luke qu'il va rejoindre la rébellion, et effectivement, on le retrouvera à la fin du récit et du film, parmi les pilotes qui se préparent pour l'attaque contre l'Étoile Noire. Côté dessin, c'est très loin d'être ce que Chaykin a fait de mieux, en particulier au niveau ressemblance des personnages avec les acteurs, c'est souvent très approximatif. En revanche, je trouve ces planches très dynamiques, il y a une énergie qui fait que, dans l'ensemble, ça fonctionne plutôt bien. L'Omnibus reprend également 2 articles d'époque qui visent à présenter Star Wars au lecteur, avec dans le 2e article Roy Thomas qui revient brièvement sur les origines du projet. Ce premier numéro va être un succès commercial pour Marvel, mais dès le numéro 2, les ennuis vont commencer. Au passage, la couverture de ce numéro 2 est ici créditée à Howard Chaykin, mais si j'en crois le site Grand Comics Database, elle aurait plutôt été dessinée par Rick Oberg et ancrée par Tom Palmer. Le problème à partir de ce numéro 2, c'est que Chaykin a d'autres projets en cours et qu'il n'a pas le temps de dessiner et d'ancrer cet épisode et les suivants. Il va donc se contenter de réaliser des layouts et il va suggérer à Roy Thomas de confier les finitions et l'ancrage à Steve Leialoha. Du coup, on a des planches qui me semblent un peu moins dynamiques et des visages plus ou moins ressemblants d'une planche à l'autre. Et le fait que Chaykin soit moins disponible va également causer des problèmes de retard qui vont être de plus en plus compliqués à gérer au fil des mois. Au passage, c'est dans cet épisode qu'on rencontre pour la première fois Han Solo et Chewbacca, ou Yann Solo et Chick Taba dans la version française originale.
Et c'est là qu'on rencontre aussi pour la première fois Jabba the Hutt, c'est lui en jaune en bas de la page, qui effectivement ne ressemble pas du tout à celui qu'on découvrira dans le Retour du Jedi, mais voilà, encore une scène qui ne figure pas dans le film et où Thomas et Shakin ont dû improviser pour donner au personnage son apparence physique. On le reverra d'ailleurs à plusieurs reprises dans la série par la suite, toujours avec ce look. Howard Chaykin et Steve Leialoha signent les 3 épisodes suivants. Niveau couverture, celle du numéro 3 est réalisée par Gil Kane et Tom Palmer. La suivante par Rick Oberg et Frank Giacoia. Et celle du numéro 5 par Oberg et Dave Cockrum. Au passage, on notera que la couverture est franchement mensongère, avec l'attaque de l'Étoile de la Mort contre la base rebelle qui sort de nulle part. Au niveau des planches intérieures, la qualité se dégrade de plus en plus au fil des épisodes. Chaykin et Leialoha sont obligés de faire face à des deadlines de plus en plus courtes, et ça commence vraiment à se faire ressentir du point de vue de la qualité. Et dans le genre, le pire est atteint avec le dernier épisode de l'adaptation, le numéro 6, avec encore une couverture mensongère par Rick Oberg et Tom Palmer qui annonce un duel entre Luke Skywalker et Dark Vador. Les dessins sont crédités Howard Chaykin, Rick Oberg et Bill Ray, mais en réalité, Chaykin n'a réalisé que des layouts très très sommaires, et Oberg et Ray ont dû réaliser l'intégralité de l'épisode en 5 jours seulement. C'est Oberg qui a fait tous les dessins et Ray qui s'est chargé de l'ancrage, avec un coup de main de Dave Stevens, le futur créateur de Rocketeer, sur les dernières planches. Le visage de Luke, par exemple, en bas de l'avant-dernière page, c'est Dave Stevens qui l'a carrément redessiné pour le rendre un peu plus ressemblant. Dans Alter Ego numéro 68, Bill Ray explique qu'ils étaient tellement à la bourre que même son père a dû lui filer un coup de main en ancrant quelques décors. Donc ouais, une expérience assez calamiteuse, et vraiment, ça se voit. Niveau qualité des dessins, ça va pas s'arranger dans les épisodes suivants. À part, à la rigueur, la couverture du numéro 7, par Gil Kane et Tony DeZuniga, qui feront également les 2 suivantes. Par contre, à l'intérieur, Howard Chaykin est ancré par Frank Springer, et le résultat est vraiment catastrophique. On a donc là la première histoire inédite de Star Wars Made in Marvel, où Roy Thomas se concentre sur le duo Han Solo-Chewbacca. Thomas a expliqué par la suite que le personnage de Luke ne l'inspirait pas du tout, et en plus, Lucas leur avait interdit de développer la romance entre Luke et Leia. On comprendra plus tard, évidemment, pourquoi. Marvel n'avait pas non plus dans un premier temps le droit d'utiliser le personnage de Dark Vador, ou de faire la moindre allusion à la guerre des clones. Roy Thomas va donc décider d'écrire un western spatial en s'inspirant du film Les 7 mercenaires, le film de John Sturges, qui était lui-même un remake des 7 samouraïs d'Akira Kurosawa. L'histoire principale s'intéresse donc à des villageois qui sont harcelés par des criminels, les Cloud Riders, et qui vont réunir leurs économies pour s'offrir les services de mercenaires, dont Han Solo et Chewbacca. Bon, quand Roy Thomas dit avoir voulu rendre hommage aux 7 mercenaires, là on n'est quand même pas très loin du plagiat pur et simple. D'ailleurs, il semble que du côté de chez Lucas, on n'ait pas vraiment apprécié le procédé. Et un truc que Lucas va encore moins apprécier, c'est le personnage de Jackson, le lapin vert aux grands yeux roses. Là, visiblement, c'est pas passé du tout. Effectivement, graphiquement, le personnage fait vraiment tâche. Mais bon, est-ce que c'est pire qu'un Jar Jar Binks ? Bref. Ceci dit, l'ensemble du casting est assez peu intéressant. On a droit à une galerie de personnages très stéréotypés. On a même droit à un Don Quichotte en version Jedi, Don Juan Quixote, un vieillard à moitié sénile et complètement perché. Niveau dessin, à partir du numéro 8, c'est un peu moins pire. Frank Springer est remplacé par Tom Palmer, mais ça reste quand même très médiocre. Palmer est un excellent encreur, mais il a besoin d'un dessin un minimum solide pour pouvoir bosser. Et là, clairement, le travail livré par Howard Chaykin est trop sommaire pour qu'il puisse en tirer quoi que ce soit. L'histoire se termine au numéro 10. Thomas et Chaykin sont toujours crédités, mais en réalité, ils ont déjà quitté le navire. C'est Don Bluth qui signe les dialogues à partir du scénario de Thomas.
Quant au dessin, Chaikin a en réalité confié le boulot à Alan Kuperberg, qui dessine les planches à sa place. Là, on s'éloigne quand même un peu de la trame des 7 mercenaires, avec un monstre géant qui sort de nulle part et qui casse tout, mais on peut franchement pas parler d'amélioration. En ce qui me concerne, c'est la première fois que je lisais ces épisodes, qui n'avaient pas été publiés par Lug à l'époque, et là, vraiment, on comprend pourquoi. C'est très, très mauvais. À tout point de vue, il n'y a rien à sauver. Du coup, tout le monde se barre en même temps de la série au numéro 10, et avec le numéro 11, on a une toute nouvelle équipe qui se met en place, avec Archie Goodwin au scénario, et aussi au poste d'éditeur, et Carmine Infantino au dessin, ancré par Terry Austin. Alors, pour resituer un peu ces trois-là, Archie Goodwin tout d'abord, c'est un des grands éditeurs et des grands scénaristes des années 60-70, qui reste trop peu connu aujourd'hui, en France en particulier, parce qu'il a assez peu travaillé sur des séries de super-héros, hormis Iron Man au début des années 70 et quelques autres occasionnellement. Mais bon, en gros, les super-héros, ça l'intéressait pas vraiment. Par contre, il a pas mal bossé sur les magazines Warren, Vampirella, Creepy, sur des histoires de guerre aussi, notamment la revue Blazing Combat, toujours chez Warren, dont il a signé la quasi-totalité des scénarios et qui sont formidables. En France, ça a été traduit chez Achilleos. Franchement, lisez ça. Au moment où il reprend le scénario de Star Wars, il vient juste de quitter le poste d'éditeur-in-chief de Marvel et de céder la place à Jim Shooter. Carmine Infantino, lui, c'est un des grands dessinateurs américains des années 50-60, qui a lui aussi occupé une haute fonction éditoriale dans les années 70, mais chez la concurrence, chez DC Comics, où il a fini par se faire virer. Du coup, il a repris son indépendance et son crayon et s'est remis à dessiner. C'est Stan Lee lui-même qui lui propose de venir bosser chez Marvel en 1977, et pendant quelques années, il va être très très prolifique. Pour vous faire une idée, au moment où il reprend les dessins de Star Wars, le même mois, il dessine également le numéro 2 de Spider-Woman, une série qui vient tout juste de démarrer, il dessine Nova numéro 19, et il dessine John Carter Warlord of Mars numéro 12, soit quasiment 70 planches en un mois. Et à côté des séries régulières sur lesquelles il bosse, il va aussi faire des épisodes par-ci par-là de What If, d'Avengers, d'Incredible Hulk, de Howard the Duck et de plein d'autres. Donc une très très grosse production. Niveau qualité, on est quand même assez loin de sa grande époque, quand il dessinait Flash ou Adam Strange chez DC Comics à la fin des années 50. Lui-même, quand il était interviewé sur le sujet, était très sévère avec sa production de l'époque, mais l'un de ses travaux dont il semblait globalement satisfait, c'est sa prestation sur Star Wars, et en particulier sa collaboration avec Archie Goodwin, pour qui il avait énormément d'estime. Et puis donc, à l'ancrage, on a Terry Austin, un jeune encreur mais déjà très doué, qui, quelques mois plus tôt, venait d'entamer une collaboration avec John Byrne sur une petite série intitulée Uncanny X-Men. Voilà donc pour la nouvelle équipe. Archie Goodwin va entamer son récit en réutilisant deux personnages qu'on avait tout juste aperçus dans Star Wars numéro 7, Jack l'Écarlate et Jolly, ainsi que les pirates de l'espace qui les entourent. D'emblée, Goodwin présente Jack l'Écarlate comme un rival de Han Solo. Les deux hommes se ressemblent beaucoup, ils ont tout un vécu en commun, et surtout, ils pensent de la même manière, ce qui va donner naissance à un affrontement vraiment intéressant entre les deux. Ce qui les différencie, c'est que l'un a quand même une certaine morale, alors que l'autre n'a aucun scrupule. Et de son côté, le personnage de Jolly est essentiellement défini par le fait qu'elle déteste les hommes, mais absolument tous les hommes. On comprendra à la fin du récit d'où lui vient cette haine. Archie Goodwin ne la présente pas comme une féministe revendicatrice. En fait, plus on la découvre au fil du récit, et plus on a l'impression d'avoir affaire à une gamine de 8 ans qui passerait son temps à répéter « Hein, les garçons, c'est trop nul !» Mais une gamine de 8 ans avec un flingue. A priori, ça en fait un personnage assez caricatural et pas très intéressant, mais le scénariste va quand même réussir à en faire un personnage tragique et finalement assez touchant. Au passage, on notera dans l'épisode 11 le premier baiser entre Han Solo et la princesse Leia. Bon, un baiser qui a lieu dans un contexte un peu particulier et où on se rend compte qu'ils arrivent quand même à beaucoup parler tout en s'embrassant, ce qui techniquement est un petit exploit quand même. Parce que, oui, Leia est de retour dans la série, de même que Luke Skywalker. On n'avait fait que les entrevoir dans les épisodes précédents de Roy Thomas. Cette fois, toute l'équipe est au rendez-vous.
Parce que le scénario de Goodwin ne se limite pas à l'affrontement entre Han Solo et Jack l'Écarlate, mais il va prendre davantage d'ampleur quand Luke va se retrouver naufragé sur un monde entièrement recouvert d'eau, où s'affrontent deux factions rivales. Pour ceux qui l'ont vu et qui s'en souviennent, c'est un peu Waterworld 15 ans avant. L'histoire va se poursuivre jusqu'au numéro 15 de la série, avec ses personnages principaux pris entre plusieurs feux, les deux factions qui s'affrontent sur les mers, plus Jack l'Écarlate et son équipe, persuadés qu'il y a du pognon à se faire et qui vont venir compliquer les choses. Vraiment, côté scénario, ça fonctionne super bien, et au dessin, même si c'est pas du grand Carmine Infantino, franchement ça fait le boulot, les scènes d'action sont joliment spectaculaires, les décors sont très chouettes, et puis Infantino réussit à s'approprier les personnages, et même s'ils n'ont pas une ressemblance frappante avec les acteurs qu'ils interprètent dans les films, il apporte une certaine cohérence graphique à la série qui manquait jusque-là. On a ensuite deux épisodes, le 16 et le 17, qui sont des stand-alone. Le premier est dessiné par Walt Simonson, ancré par Bob Wiacek. C'est un épisode que Luke n'avait pas publié à l'époque, ce qui est tout à fait logique puisque Archie Goodwin met à nouveau en scène les personnages principaux des épisodes 7 à 10. Bon, franchement, il les aurait laissés sombrer dans l'oubli, on lui en aurait pas voulu. Mais bon, il met à nouveau en scène Jackson le Lapin Vert et Don Juan Quixote le Don Quichotte Jedi, et on découvre ce qu'ils sont devenus depuis leur dernière apparition. C'est aussi dans cet épisode qu'on découvre un nouveau personnage qu'on va retrouver régulièrement par la suite, Valance, le chasseur de primes. Un personnage qui va se lancer à la recherche de Luke Skywalker en raison de ses liens avec ses deux droïdes. Bon, à la fin de l'épisode, on découvre que Valance est un cyborg, mi-homme, mi-machine. C'est un ancien Stormtrooper de l'Empire qui a été grièvement blessé lors d'une bataille contre les rebelles, et la moitié de son corps a été remplacé par des parties mécaniques. Et depuis, il porte une haine absolue à l'encontre de tous les robots. Ce qui est un peu bizarre quand même comme motivation. Alors, on comprend bien que le personnage ne supporte pas ce qu'il est devenu, qu'il ne se sent plus complètement humain, mais de là à porter une haine viscérale pour les droïdes qu'il considère comme des simulacres d'êtres humains, et par extension haïr ceux comme Skywalker qui semblent traiter leurs droïdes d'égal à égal, je trouve qu'il y a un truc qui fonctionne pas tout à fait. C'est dommage parce que visuellement le personnage a de la gueule, mais sa logique et ce qui le motive me paraissent un peu bizarres. L'épisode suivant est un flashback, à l'époque où Luke vivait encore sur Tatooine, et on y retrouve le personnage de Biggs, qui fête son départ à l'académie où il va devenir pilote. C'est coécrit par Archie Goodwin et Chris Claremont, et dessiné par Herb Trimpe avec Al Milgrom à l'ancrage. Autant dire que, niveau dessin, c'est vraiment pas terrible. Par contre, le scénario est intéressant, parce que il explique que Luke Skywalker était déjà un pilote hors pair alors qu'il n'était encore qu'un paysan. Et là, j'imagine bien Archie Goodwin se dire « Non mais attends, le type qui a détruit l'étoile noire, c'est un type qui a vécu toute sa vie dans le trou du cul de la galaxie, qui est jamais sorti de chez lui, et il a des compétences de pilote de fou. Même avec la force pour l'aider, il y a un truc qui marche pas. » D'où cet épisode qui explique après coup les talents de pilote de Luke. C'est un peu le seul intérêt de l'épisode, mais effectivement, ça apporte quelque chose au personnage. Le numéro 18 marque le retour de Carmine Infantino au dessin et peut se targuer d'un titre quand même vachement prémonitoire. The Empire Strikes. Bien joué les gars. Côté dessin, Infantino est ancré par Gene Day, dont c'est un des tout premiers travaux chez Marvel. Gene Day était un artiste vraiment très doué et qui est mort très jeune, à seulement 31 ans. Et si on en croit certains de ses proches, en particulier ses frères, il s'est littéralement tué à la tâche. Il bossait sans arrêt, pour Marvel, mais aussi sur ses projets perso chez des éditeurs indépendants, et il n'arrêtait jamais. Sur Star Wars, il va travailler plus ou moins en binôme avec Bob Wiacek, chacun ancrant la série à tour de rôle. Ce 18e numéro marque le début d'une histoire qui va se dérouler sur 6 épisodes, et qui se déroule principalement dans La Roue, une station spatiale indépendante située au milieu de nulle part et qui est une sorte de gigantesque casino spatial. C'est Las Vegas dans l'espace qui a le droit de continuer à fonctionner grâce à quelques petits arrangements avec l'Empire. La Roue est dirigée par le sénateur Gray Shade, un personnage que Leia a bien connu autrefois, un politicien corrompu spécialisé des petits arrangements avec le droit et la morale.
Avec son androïde baptisé Maître Control, il forme un duo intéressant qui va au-delà du lien entre le maître et l'esclave robotisé. Mais du point de vue du scénario, l'élément majeur, c'est l'épisode 21 qui marque le retour dans la série de Dark Vador. Jusque-là, Marvel n'avait pas eu l'autorisation d'utiliser le personnage. Désormais, ils ont le feu vert et Vador va dès lors être très présent dans la série. On a même droit à un premier affrontement entre lui et Luke dans ces pages. Un affrontement qui n'est certes pas réel, mais qui amorce un tournant dans la série. Et surtout, le retour de Vador, lui, est bien réel, comme on le voit ici. Alors, il faut bien reconnaître que Dark Vador, dessiné par Carmine Infantino, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Au niveau du masque en particulier, il y a un truc qui colle pas vraiment, mais il faudra s'en contenter pour l'instant. Pour le reste, Luke est absent de toute la première moitié du récit, et c'est Han Solo et Chewbacca qui sont davantage mis en avant, et qui se retrouvent à jouer les gladiateurs de l'espace et à devoir participer à des combats où les joueurs parient sur leur mort. Ça donne des scènes d'action tout à fait réussies. Une fois l'histoire bouclée, on a droit à un épisode flashback, le 24, qui n'est pas écrit par Archie Goodwin, mais par Mary Jo Duffy, et qui met en scène Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan se trouve à bord d'un vaisseau de croisière qui est pris pour cible par des pirates de l'espace, auquel il va devoir échapper. C'est tout à fait anecdotique et ça n'apporte rien à l'histoire du personnage. Au numéro 25, on retourne sur la planète Yavin, où se trouvent toujours les forces rebelles et qui subissent désormais un blocus organisé par l'Empire. L'épisode va surtout introduire un nouvel adversaire pour nos héros, le baron Orman Tag. Tag est un allié de l'Empire, mais c'est également un ennemi de Dark Vador, qu'il a autrefois affronté en duel, et ça lui a coûté la vue. Et le personnage de Tag va occuper une place importante dans la suite de l'histoire. Avec l'épisode 27, on a le retour de Valence, le chasseur de primes, toujours à la recherche de Luke et de ses droïdes, mais qui est désormais à son tour recherché par Dark Vador. Il est toujours aussi obsédé par le fait que Luke puisse être ami avec ses droïdes, et ça le rend dingue. On a un personnage torturé et névrosé qui souffre de voir ce qu'il est devenu, mais encore une fois, je ne trouve pas ses motivations et son comportement vraisemblables. L'épisode suivant, le 28, est un épisode qui va s'avérer par la suite très problématique. Parce que on y retrouve Jabba the Hutt et qu'il y est question de la dette que Han Solo a envers lui. Et au terme de cet épisode, Solo va régler sa dette et se libérer de la menace de Jabba. Sauf que par la suite, Archie Goodwin va être obligé de rétropédaler en dernière minute pour revenir à la situation initiale avant la sortie de l'Empire contre-attaque. Et en plus, on a toujours ce Jabba jaunâtre qui ne ressemble pas à ce qui sera dans le Retour du Jedi. Star Wars 29 met à nouveau en scène Dark Vador et va conclure également l'histoire de Valence. Tous les deux sont à la recherche de Luke Skywalker, même si pour Vador l'histoire est un poil plus compliquée que ça, et ils vont finir dans un face-à-face sur fond de soleil levant, ou couchant d'ailleurs, j'en sais rien, mais un duel dans la plus pure tradition western dont un seul des deux adversaires sortira vivant. Bon j'ai pas besoin de vous faire un spoiler, vous avez deviné qui va gagner. L'épisode 30 est l'un des rares à donner le rôle principal à Leia Organa. La princesse se rend en mission sur Metalorn, une planète-usine contrôlée par l'Empire, mais ça ressemble carrément plus à une planète pénitencier, vu les conditions de vie des travailleurs.
Justement, la mission de Leia est de redonner espoir à ces travailleurs et de les inciter à se révolter. Leia est vraiment le personnage sous-utilisé dans ces premiers épisodes de Star Wars, et ça fait plaisir de la voir au moins une fois faire face seule aux troupes de l'Empire et s'en tirer victorieuse. On a ensuite droit au premier annual de la série, avec Chris Claremont au scénario, Mike Vosberg au dessin et Steve Leialoha à l'ancrage. L'équipe du Faucon Millennium fait escale sur une planète et elle se retrouve rapidement capturée par les autochtones. Niveau scénar, c'est pas terrible, ça part un peu dans tous les sens. Claremont introduit une amie de Han Solo, Katia, qui va tuer 3 pages plus tard. Les aliens changent de comportement comme ça l'arrange, pour relancer son histoire. Côté dessin, c'est correct sans plus, et au final, ça n'a pas grand intérêt. On peut noter quand même une jolie boulette que Claremont ne pouvait évidemment pas prévoir à l'époque. On apprend à la fin du récit que Obi-Wan Kenobi s'était déjà rendu sur cette planète avec 2 de ses élèves. Le premier, c'était Dark Vador, le second, c'était le père de Luke. Ah bah ouais, mais non. Retour à la série principale avec le numéro 31 et surtout retour sur Tatooine. Et alors là, dans cet épisode et le suivant, on va avoir droit à absolument toute la panoplie. Les Bantha, les Jawa, Mos Eisley et sa cantina, on retrouve absolument tous les éléments présents dans le film dans ces 2 épisodes. On retrouve également le personnage du Baron Tag et on découvre son frère, Silas, le scientifique fou de la famille, qui est chargé par l'Empire de tester sur Tatooine une nouvelle arme. Et dans les épisodes suivants, les numéros 33 et 34, Luke et ses amis vont devoir empêcher les frères Tag d'utiliser leur arme contre les forces rebelles. Ça donne un bon paquet de scènes d'action, notamment un très chouette duel au sabre laser entre Luke et le Baron Tag, et puis des scènes de bataille spatiale qui, elles aussi, ont plutôt de la gueule. L'épisode 35 marque le retour de Dark Vador et surtout le premier face-à-face entre lui et Luke. Tous les deux sont venus chercher le soutien de l'Ordre du Cercle Sacré, une force restée neutre jusque-là et qui est dirigée par une certaine sœur Domina, dont on va découvrir assez vite qu'elle est la sœur du Baron Tag. Ouais, décidément, c'est une grande famille. Et on va également découvrir assez vite que les dés sont pipés et que l'Ordre du Cercle Sacré a d'ores et déjà décidé qui il va soutenir. Le sort de tous ces personnages va se régler dans Star Wars 37, avec un duel opposant Luke à Dark Vador, le face-à-face qu'on attendait tous. Sauf que, bon, il y a une petite entourloupe, c'est pas vraiment Dark Vador, pour ça il faudra attendre encore un peu. Mais là, ça y est, le moment est venu et l'Empire contre-attaque arrive. Et du coup, ce numéro 37 compte une page supplémentaire, visiblement qu'ils ont dû rajouter à la dernière minute, où on apprend que malgré les événements de l'épisode 28, Jabba the Hutt a à nouveau mis à prix la tête de Han Solo. Là, c'est bon, on est prêt à attaquer l'adaptation de l'Empire contre-attaque, qui, à l'origine, était annoncée pour le numéro suivant. Sauf que, pas du tout. Star Wars 38 est un fill-in signé Michael Golden. En dernière minute, il a été décidé de repousser d'1 mois l'adaptation du 2e film. Je sais pas ce qui s'est passé, mais Marvel s'est retrouvé avec un trou dans son planning et l'obligation de trouver en urgence de quoi le combler. Ça tombe bien, ça faisait des mois qu'ils avaient un épisode qui traînait et dont ils ne savaient pas quoi faire. En fait, c'est une histoire que Michael Golden avait pitchée à Archie Goodwin. Goodwin lui avait donné le feu vert et Golden a écrit et dessiné cette histoire. Goodwin s'est contenté de la dialoguer et Terry Austin l'a ancrée. Et c'est le plus bel épisode de la série. Michael Golden signe des planches absolument extraordinaires, que ce soit au niveau du dessin ou du storytelling. Luke et Leia se retrouvent à bord d'un vaisseau organique, qui est en fait la fusion entre un ancien soldat et son vaisseau spatial. Je me souviens que quand j'avais découvert cet épisode dans Titan, j'avais été totalement scotché. Et 40 ans plus tard, je trouve ça toujours aussi magnifique.
Et on en arrive enfin à l'adaptation de l'Empire contre-attaque, qui va se dérouler sur 6 numéros, du 39 au 44. Archie Goodwin reste au scénario, et au dessin, on a Al Williamson, assisté de Carlos Garzón. Goodwin et Williamson se connaissaient très bien, ils avaient déjà souvent travaillé ensemble au fil des ans, mais Goodwin a visiblement eu du mal à convaincre Williamson d'accepter de dessiner cette adaptation. Williamson craignait d'être pris par le temps, d'où la présence de Carlos Garzón à ses côtés pour lui permettre de gagner du temps. Al Williamson est en soi un choix intéressant pour signer cette adaptation. Pour le premier film, Lucas voulait un jeune artiste en vue, Howard Chaykin, histoire de mettre en avant la modernité du film. Là, au contraire, on fait appel à un vétéran qui a déjà plus de 30 ans de carrière derrière lui et qui est le garant d'une forme de classicisme. Williamson a commencé comme assistant de Burn Hogarth sur Tarzan à la fin des années 40, il a travaillé à la grande époque DC Comics, il a adapté des histoires de Ray Bradbury, il a dessiné Flash Gordon. Sa présence sur cette adaptation va vraiment ancrer le récit dans un registre classique de la science-fiction dont George Lucas se réclame. Et en plus, le résultat est vraiment très beau, ce qui évidemment ne gâche rien. On a aussi un long article vraiment intéressant d'Archie Goodwin sur les conditions dans lesquelles se sont fait cette adaptation. On trouve même une case avec un Yoda très différent de celui qu'on connaît. Alors, j'avoue que j'ai pas bien compris d'où sort cette version. Le texte parle d'une édition brochée, mais je sais pas à quelle édition précise ça fait référence. L'intérêt aussi de ces épisodes, c'est qu'ils comportent des planches que je n'avais jamais vues, notamment les pages de garde de chaque épisode. La première édition française publiée chez Lug ne reprenait pas cette version parue dans Star Wars 39 à 44, mais l'édition reliée qui comptait 10 pages de moins. Et là, on redécouvre quand même quelques très très belles planches. En bonus, on a aussi quelques couvertures inédites, réalisées notamment pour une édition anglaise par Carmine Infantino. Plus loin, on a des pin-up que je ne connaissais pas non plus, notamment cette planche magnifique de Michael Golden, encore lui, ou le duel entre Luke et Vador par Frank Miller. Et puis, on a toute une galerie en fin de volume, avec des planches originales, encore des pin-up, certaines qui datent de l'époque, d'autres choses qui sont beaucoup plus récentes. Et puis voilà, on a fait le tour. Quoi dire d'autre ? La traduction de l'ensemble du volume est signée Alex Rakunica et elle m'a paru tout à fait bien. C'est toujours mieux de le préciser quand on parle d'une publication Panini. Donc, bilan des courses, j'ai trouvé dans cet omnibus exactement ce que j'étais venu chercher, le plaisir que j'avais pu y trouver il y a un peu plus de 40 ans. Hormis les épisodes 7 à 10 qui sont vraiment désastreux et quelques épisodes fill-in qui n'ont pas grand intérêt, je trouve que les scénarios d'Archie Goodwin tiennent encore aujourd'hui vraiment bien la route. Et côté dessin, même si c'est pas du grand Carmine Infantino, au moins ça fait le boulot. Bref, je regrette pas de m'être procuré cet omnibus et il y a de bonnes chances que je me fasse la suite quand elle sortira. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous peut-être pour d'autres vidéos du même genre, si le format vous plaît. D'ici là, vous pouvez vous abonner à cette chaîne, laisser un commentaire, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux et surtout, lire des comics. Soyez sages et à bientôt.